Moncef Marzouki, médecin, militant, défenseur des droits de l'homme et de l'état de droit, homme politique, ancien président de la République tunisienne, mandat qu'il a exercé entre 2011 et 2014, écrivain, essayiste, une vingtaine de livres, dont le très prémonitoire Dictateurs en sursis, une voie démocratique pour le monde arabe, publié en 2009, juste avant donc le printemps arabe. Michel Rivasi, professeur agrégé de sciences naturelles, militant écologiste. Elle a notamment créé la CRIRAD, commission de recherche et d'information sur la radioactivité après Tchernobyl. Elle est toujours présidente du CRIREN, dans le même registre. Et Michel Rivasi est par ailleurs conseillère municipale de Valence et eurodéputée, elle aussi, chez les Verts. Nous attendons notre grand témoin, c'est la tradition dans la maison, vous savez. En l'occurrence, il s'agira d'Olivier Bernard, ancien président Médecins du Monde, pédiatre, aujourd'hui à la direction de la protection maternelle et de la santé publique au conseil régional des Bouches-du-Rhône à Marseille. Olivier est dans le métro, il sera tardé à arriver. Il sera chargé de synthèse dans ce débat. Merci à tous d'être là. Je propose que chacun d'entre vous, dans un premier temps, s'appuyant bien sûr sur son propre vécu, nous donne son approche de la problématique proposée. Puis nous débattrons un peu entre nous et ensuite comme il se voit avec vous tous ici réunis et que je remercie d'être là également. J'ajoute juste, avant de donner la parole à notre premier invité, que Naïma Charaï nous quittera en cours de route. Donc ne prenez pas son départ pour un coup d'éclat. Il se trouve qu'entre l'humanitaire et la politique, elle a quand même fait un choix. Elle est appelée en Gironde d'urgence pour le congrès fédéral du Parti Socialiste, qui se tient demain matin dès Potron-Minet. Et donc il faut qu'elle saute dans le dernier avion ce soir et nous quittera vers 19h30. Merci en tout cas Naïma d'avoir accepté de venir malgré tout. Peut-être pour commencer la parole à Moncef Marzouki, de la défense des droits de l'homme à la présidence de la République. On peut dire que c'est le tunisienne, c'est l'itinéraire le plus radical que nous aurons à découvrir ce soir. D'autant qu'aujourd'hui, on imagine, et vous nous direz sûrement, vous êtes revenu, donc pas à la classe départ bien entendu, mais à la société civile qui nous est si chère ici. Bien, d'abord, merci à vous tous, merci à Médecins du Monde pour cette invitation. C'est une maison que je connais, je suis déjà venu à plusieurs reprises quand j'étais ici en exil, entre guillemets, entre 2000 et juste au moment avant la Révolution. Quand j'ai travaillé dans une commission qui s'appelle Commission de torture, quelque chose comme ça, donc c'est une maison. Je suis donc très heureux de revenir dans cette maison qui m'appelle de beaux souvenirs. Oui, alors juste deux mots sur mon parcours un peu particulier, parce que c'est ça qui va expliquer les idées que je défends. Donc, moi, je suis neurologue. J'ai fait ma formation à Strasbourg. Je suis rentré en Tunisie en 1979. J'ai commencé à travailler en tant que neurologue dans un hôpital public. Et là, j'ai été frappé par le nombre d'enfants handicapés, tout simplement parce que c'était des accouchements traumatiques, c'était pas de vaccination contre la rougeole, etc. Et progressivement, je me suis dit que le travail clinique que je faisais, que j'avais appris à Strasbourg, n'était absolument pas adapté. Donc, petit à petit, je me suis retrouvé à faire à la fois la santé publique, vacciner les enfants, surveiller les accouchements traumatiques, etc. Et ensuite, militer pour les droits de ces enfants handicapés. Donc, vous voyez comment j'ai commencé à tirer sur la pelote. Progressivement, donc, je me suis impliqué dans la défense des droits de l'enfant. On m'a appelé, on m'a coopté pour faire partie de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, qui à l'époque avait d'autres chats à fouetter, c'était essentiellement la torture et la lutte contre la dictature. Je me suis laissé tenter, et en 89, je me retrouve à la tête de cette ligue. Là, on rentre en conflit avec une dictature absolument corrompue et odieuse, la dictature de Ben Ali, et progressivement, donc, des droits de l'homme à la politique, le pas était tranché. Donc en 1994, je me présente contre Ben Ali pour montrer qu'un citoyen a le droit de se présenter contre un dictateur. C'était un acte d'ailleurs insensé et fou à l'époque. Je me suis retrouvé quelques mois en isolement et c'est grâce à Nelson Mandela que j'ai été libéré. Et ensuite, pour quelques années, des difficultés, une dizaine d'années d'exil ici à Paris, où on a mis en place un parti politique qui s'appelle le Congrès pour la République. J'ai fait avec ce congrès une campagne électorale après la Révolution. J'ai été élu président de la République pendant 3 ans. Je m'en suis sorti pas mal, c'est-à-dire que je suis toujours vivant, je suis toujours libre, ce qui est rare. En général, les chefs d'État arabes finissent soit avec un petit jardin sous le ventre, soit en prison, soit en exil. Moi, je suis libre, je suis vivant et je m'en porte très très bien.
là maintenant je suis revenu à non pas à la case départ, mais à mes anciens amours, c'est-à-dire je suis en train de monter une fondation pour promouvoir la citoyenneté en Tunisie. Si je dis tout ça, c'est pour pouvoir, non pas donner du poids ou du sens aux idées que je défends, mais parce que c'est ça qui a défini mon expérience. Et les idées, je les ai prises dans cette longue expérience. Alors c'est quoi mes idées pour faire court? 3 ou 4 idées clés. D'abord, j'ai appris que ce soit dans le milieu associatif où j'ai travaillé pendant des années, dans le milieu politique, puisque j'ai fondé un parti politique, ce qu'on appelle les gens bien et les gens pas bien se retrouvent de la même façon dans les deux structures. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je suis rentré à la Ligue, j'avais trouvé des tas de gens, surtout des femmes d'ailleurs, qui disaient « Oh, moi je suis venu à la société civile parce que les politiques sont des gens dégueulasses, etc. La politique c'est ça. » Bon, au départ j'écoutais ça avec une oreille un peu attentive, puis ensuite j'ai compris que c'était totalement faux. C'est-à-dire que j'ai rencontré au sein de la Ligue tunisienne des droits de l'homme des gens imbuvables, et j'ai rencontré dans des partis politiques des gens absolument corrects, et vice-versa. Donc la répartition de ce qu'on appelle les gens bien et les gens pas bien, elle est pratiquement la même. Je n'ai pas fait des études statistiques, mais je vous parlerai tout ce que vous voulez, que c'est une loi. Alors qu'est-ce que c'est que les gens bien et pas bien? Ça c'est la dialectique des intérêts privés et des intérêts de l'intérêt privé et de l'intérêt général. Nous sommes tous génétiquement conditionnés pour nous battre pour l'intérêt privé, c'est-à-dire la survie, le moi. Puis probablement socialement et culturellement, nous sommes aussi conditionnés pour l'intérêt collectif. Et ces deux intérêts sont en nous de façon absolument définitive. Et c'est un combat permanent entre l'intérêt privé et l'intérêt public. Alors ce qu'on appelle les gens bien, ce sont des gens qui à un moment donné mettent vraiment l'intérêt public, l'intérêt général avant l'intérêt privé. Et ce qu'on appelle les gens pas bien sont les qui sont l'inverse. Mais aussi l'expérience de la complexité humaine montre que en réalité la dichotomie n'est pas aussi simple et qu'on peut passer d'une case à l'autre, c'est extrêmement compliqué. La deuxième idée la certitude, c'est que aussi bien les associations que les partis politiques sont des structures politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez à la tête d'un grand parti politique, que vous soyez à la tête d'une petite association, ce sont les mêmes mécanismes. Lutte pour le pouvoir, compétition, coup bas, idéalisme, tout ce que vous avez dans un parti politique, vous l'avez dans une association. C'est en gros un peu comme les jumbo jets et les petits avions de tourisme. Évidemment, c'est des niveaux de complexité différents, c'est des tailles différentes, mais c'est exactement les mêmes lois de la dynamique et c'est exactement les mêmes techniques de pilotage, enfin les mêmes lois de pilotage. Donc, moi j'en suis revenu de cette idée que les associations c'est quelque chose de différent. Les associations sont des structures politiques. Pour faire provocateur, je dirais que les partis politiques sont des associations généralistes à grande échelle et que les associations sont des mini-partis politiques, en gros. Mais personne n'échappe à la politique, pas plus que les avions n'échappent à la loi de la gravité. Et donc l'idée de dire que les associations sont apolitiques, ne font pas de politique, sont au-dessus de la politique, pour moi c'est de l'illusion, au mieux de la naïveté, au pire de la bêtise. Ce sont des structures politiques comme les autres, point à la ligne. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez c'est quoi la généalogie? Je me suis posé la question. Je ne sais pas s'il y a des historiens ici, parce que j'aimerais bien avoir leur... Pourquoi est-ce qu'il y a des associations et des partis politiques? Moi, je dirais que, historiquement parlant, vous êtes dans une situation donnée. Bien sûr. Donc, dans ces situations données, vous avez un ordre établi qui est un ordre politique et social, avec une répartition des richesses, une répartition des pouvoirs et une répartition des honneurs. Et à partir de cette situation, qui est toujours injuste pour un grand nombre de gens, vous avez des gens des structures qui vont se développer pour traiter, je dirais, les symptômes de cet état de choses. Donc, les symptômes, donc les injustices criardes, donc là, ça va être les structures de bienfaisance, je ne sais pas trop quoi. En tout cas, dans le monde islamique, ça a été toujours comme ça. Puis ensuite, à un moment donné, vous avez des gens qui disent non, nous, on ne va pas s'arrêter aux symptômes, nous, on va aller au fond des choses, c'est-à-dire la structure du pouvoir. Parce que c'est le pouvoir qui détermine la répartition des honneurs, la répartition des richesses et la répartition des pouvoirs. Et c'est comme ça que se constituent les partis politiques. Donc, puisque nous sommes ici beaucoup de médecins, je dirais que les associations sont dans le domaine du symptomatique
et que les partis politiques semblent dans le domaine de l'étiologie. Mais qu'en gros, c'est la même chose. C'est-à-dire, on réagit d'une certaine façon à ce dysfonctionnement du monde, à cette façon injuste de partager les richesses. Ça, c'est le problème fondamental, de partager les pouvoirs et de partager les honneurs. Parce qu'en gros, c'est ça, la politique. La politique, c'est une discussion, c'est une lutte, c'est une, parfois armée, etc., sur toujours les mêmes trois choses, la répartition des richesses, des honneurs et des pouvoirs. Donc voilà un peu, pour moi, il n'y a pas de différence de nature, c'est une différence simplement de fonctionnement et d'échelle, rien d'autre. Alors, quand j'étais à la tête de l'État, donc j'ai eu un autre regard sur les associations, le rapport du politique et de l'associatif. Alors le politique, qu'est-ce qu'il fait, quel qu'il soit, que ce soit une dictature ou une démocratie? En réalité, il a envie d'utiliser un peu cette espèce de nébuleuse association pour promouvoir ses visées politiques. Et c'est ce que j'ai fait comme tout le monde. C'est-à-dire que j'ai largement travaillé avec des associations, j'ai largement subventionné des associations, on en a créé beaucoup, notamment dans le développement rural, etc., dans l'optique, effectivement, d'élargir le pouvoir de la présidence de la République. Et inversement, j'ai très bien vu comment fonctionnaient les associations. En réalité, pour eux, l'État, quand c'est une dictature, c'est un obstacle. Et quand c'est une démocratie, l'État, c'est, je dirais presque la vache à lait. C'est-à-dire qu'on va essayer d'utiliser cet État pour promouvoir les propres objectifs. En réalité, ce qui se passe, c'est que le politique veut utiliser l'associatif et l'associatif veut utiliser la politique. En fait, et je dirais que c'est de bonne guerre. C'est-à-dire qui va utiliser qui. Et si chacun utilise l'autre correctement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, voilà un peu Alors, comment faire de la politique? Comment faire de l'associatif? Je n'ai pas de réponse. Les gens spontanément vont aller selon leurs convictions, selon leur volonté, plutôt vers. Ce qui déterminait le choix de l'associatif en Tunisie sous la dictature, c'était que c'était quand même nettement moins dangereux que de faire de la politique. Donc, ceux qui veulent en général faire de la politique, ils acceptent des risques beaucoup plus importants que ceux qui font que de l'associatif. Donc, c'est aussi une question de prise de risque. Il n'y a pas que le choix, c'est une prise de risque. Et l'acceptation de combats beaucoup plus féroces, probablement dans le domaine politique, dans le domaine associatif, encore, je vous dis, c'est les mêmes mécanismes et c'est les mêmes combats. Mais en politique, les enjeux étant beaucoup plus grands, les combats sont plus féroces. Vous ne risquez pas d'être assassiné si vous travaillez dans une association, mais dans des structures politiques, vous risquez votre tête. Je ne sais pas combien on a tiré sur des chefs d'association, mais je peux vous donner le nombre de gens, de chefs d'État sur lesquels on a tiré. Donc, il y a cette histoire de risque. Maintenant, comment faire de la politique ou de l'associatif en synergie, en harmonie? Je pense que c'est un truc que nous devons trouver tous ensemble. C'est plus facile à trouver dans une démocratie que dans une dictature. Dans une dictature, c'est l'opposition. L'État dictatorial s'oppose aussi bien aux partis politiques qu'aux associations. Ils ne veulent ni de l'un ni de l'autre, ni des autres. Dans une démocratie, nous avons maintenant la chance en Tunisie de vivre dans une démocratie. Il y a moyen de s'organiser dans une espèce de bonne entente où chacun sait qu'il va utiliser l'autre, mais au moins c'est fait dans la clarté et c'est fait dans la transparence. Et comme ça, on peut faire et du traitement symptomatique et du traitement étiologique. Parce qu'en gros, permettez-moi de raisonner plutôt en médecin, mais c'est comme ça que je vois la chose. Donc voilà les quelques leçons que j'ai apprises. Maintenant, je suis en train de revenir. C'est-à-dire que j'ai travaillé à la tête de l'État en tant que militant associatif. Je me souviens d'avoir scandalisé un certain nombre de gens en leur disant ne faites jamais confiance à l'État, notamment dans les histoires de torture. Je dis la société civile, faites attention, ne faites jamais confiance à l'État. Et ça m'a été beaucoup reproché. Comment un chef d'État peut dire qu'il ne faut pas faire confiance à l'État? Mais c'était mon rôle de militant associatif. Maintenant, je reviens au milieu associatif avec mon expérience politique et je sais qu'il y a énormément de choses à faire au niveau associatif pour mériter le respect du politique, pour savoir exactement comment l'utiliser correctement et pour savoir que ce politique n'est ni bon ni mauvais, il est ce qu'on en fait soi-même et que la question n'est pas du tout une question de savoir qui est bien, qui n'est pas bien, qui est propre, qui ne l'est pas, qui est dans la sainteté, qui est dans la malédiction. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Malheureusement ou heureusement, c'est notre humanité
commune, complexe, difficile, mais c'est avec ça qu'on fait à la fois et du politique et de la société. Voilà. Merci beaucoup. Merci.